Ok, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous abordons la notion sur les classes, ce qu'on appelle en anglais type class. Alors, c'est quoi les classes? Ce qu'on appelle type class en anglais. Nous avons là la définition de type class. Alors, les type class sont une manière de regrouper les types par rapport aux opérations qu'ils supportent. Nous avons vu dans les chapitres précédents que nous avons les opérations, les types sur lesquels on peut effectuer l'addition. Et nous avons vu que nous avons les types tels que les floats, les doubles, les int, les integers et les walk. D'accord. Nous avons également vu que les types qui supportent la division sont regroupés dans une catégorie qu'on appelle les classes dans la catégorie appelée fractionnelle. Très bien. Donc aujourd'hui, on va voir plus en profondeur cette notion. Donc voilà, les type class, c'est une manière de regrouper dans ce type-là dans une forme de, je veux dire, une façon de catégoriser les types. Alors, comme je disais, comment nous pouvons donc interroger les informations sur une classe, bien sûr, une type class. Alors, pour interroger les informations sur une classe, lorsque nous sommes dans le REPL, alors nous écrivons tout simplement info. Nous avons déjà quelques type classes qui viennent avec le compilateur Haskell, ce qu'on appelle les built-in type class. Nous avons par exemple le type class equal, le type class enum, le type class odd, le show et le num. Cette type class, cette liste n'est pas exhaustive, donc nous n'avons pas donné tout, mais nous avons cité quelques que nous avons l'habitude de rencontrer. Non, nous avons vu que enum, num est un type class qui regroupe les types sur lesquels un certain nombre d'opérations peut être effectuées. Nous avons l'opération d'addition par exemple, l'opération de soustraction, l'opération de multiplication et autres. Nous avons par exemple le negate qui fait partie qui est une opération qu'on peut effectuer sur les nombres. Nous avons le equal. Equal, lui, par contre, définit juste deux opérations. Et ces deux opérations donc, sont l'égalité, le égal et la différence, slash égal. Soit ce que la différence est slash égal. Donc, nous avons là quelques types intégrés déjà à Haskell. Ou bien, pardon, pas les types, mais les type class intégrés à Haskell. Donc, nous allons voir un peu le type equal. Comment le type equal est fait. Alors, pour savoir comment le type equal est constitué, nous tapons info equal. Mais pourquoi on crée donc la classe equal? La classe equal a été créée, ou bien ce qu'on appelle le type class. Le type class equal a été créé pour permettre de définir l'égalité entre deux choses de même type. Ça veut dire quoi? Lorsque je crée un type, nous avons vu comment créer des types.
Lorsqu'on crée un type, sur ce type, on peut déterminer comment définir que euh, deux éléments, bien deux valeurs de ce type peuvent être égales. Donc, le type equal a été créé pour des choses qui peuvent être égalées. Et comme je disais tantôt, nous pouvons donc regarder dans notre terminal comment equal est défini. Alors, pour ce faire, nous tapons la commande :info. Nous tapons equal. Ça doit nous dire quels sont les types qui sont dans la catégorie equal. Si vous voulez dire comme ça, catégorie. Et comment equal est défini? Quelles sont les opérations dont les types qui sont dans le type class equal support? Je vais faire donc apparaître le terminal. Voilà. Permettez un instant. Ok. J'ai là mon terminal. Ici, étape 2 points. Info equal. Alors, j'ai toutes les informations sur le type class equal. Ici, nous avons la définition, comment le type class est défini. Voilà comment nous définissons sous Haskell. Voilà comment sous Haskell les type class sont définis. Donc, on définit la classe, on écrit le mot-clé classe, on écrit equal, on écrit une variable. Celui-ci représente le type qui va faire partie de ce type class. C'est-à-dire, celui-ci représente les types qui font partie de cette catégorie. Donc, type class, considérez-le comme quelque chose qui regroupe les types. Donc, voilà celui qui regroupe les types. Voilà ce qui représente les types qui font partie de ce groupe. Nous avons le mot-clé where et à la suite, nous avons les opérations. Voilà les opérations que les types qui sont dans le groupe equal doivent supporter. Nous avons cette fonction qui est de ce type. Donc, ça prend en entrée un élément du type qu'on a passé là, un élément du type qu'on a encore passé là et ressort un booléen. Nous avons celui-là qui est la différence, qui prend en entrée un élément du type qui fait partie du groupe, encore un élément du même type et nous sort un booléen. Voilà pour le type equal. Alors, nous avons ici à la suite, après cette définition des opérations, nous avons à la suite ici les différents types qui font partie de la classe equal. Donc, les types qui supportent ces deux opérations, qui sont déjà définis internement dans Haskell. Les types qui supportent ces deux opérations, les voici. Nous avons l'égalité sur les listes. Donc, l'égalité sur les listes dit que pour que tu définis l'égalité sur les listes, il faudrait que chaque élément de la liste, sur chaque élément de la liste, ou bien les types, pardon, puisque nous avons vu que les types, les listes sont un type qui regroupe des types homogènes. Oui. Ça veut dire que si on a une liste qui est faite d'un type A,
et que nous voulons définir le equal sur les listes, il faudrait que les éléments, c'est-à-dire les éléments, les types des éléments qui constituent la liste soient aussi dans la classe equal. Ça veut dire que tu ne peux pas faire equal entre deux listes sans que le type des éléments qui sont dans la liste soit déjà aussi dans la classe equal. C'est pour ça qu'on met ceci. Pardon. Ce qu'on appelle constraint. Donc, on contraint que A doit aussi déjà être dans la classe equal pour que la liste soit dans la classe equal. De même, on peut faire word. Word fait partie de cette classe. Nous avons ordering qui fait partie de la classe int, float, double, char et bool. Voilà les types qui actuellement, sans rien faire, vous pouvez parler de equal sur eux. Est-ce que vous avez vu ici là, il y a un dernier type là, au fond, il y a d'autres types, pardon. Donc nous avons celui-là, celui-là encore. On a mis des contraintes là. Ça c'est sur les tuples. Si vous voulez parler d'égalité des tuples, il faut que les types qui constituent le tuple fassent aussi partie de la classe égale, equal. Donc, de la même façon, vous avez là, ils définissent beaucoup. Donc, voilà comment on peut présenter au départ pour le type equal. Nous avons les éléments, les types qui font partie de cette classe. Il y a des questions? D'accord. Donc, voilà. Je vais donc revenir sur le cours. Donc, voilà la syntaxe. Nous avons donc expliqué cette syntaxe. On utilise le mot-clé classe et on utilise aussi where. Après la classe, nous donnons le nom de la classe. Après le mot-clé classe, nous donnons le nom de la classe ou bien le nom du type classe. Après le nom du type class, nous donnons un paramètre qui représente le type qui va appartenir à la classe. Et ensuite, nous donnons les opérations. Par exemple, ces opérations-là. Ici, le minimal, je crois que c'est un terme que j'ai déjà expliqué. Mais ici, ce minimal veut dire que voici les opérations minimales qu'il faut implémenter lorsque tu voudrais mettre un type dans ce type class. Si vous voulez mettre un type dans un type class, il suffit que j'implémente le égal égal ou la différence slash égal. Je n'ai pas besoin de faire les deux à la fois. Mais si vous faites les deux, ça ne gêne pas. Mais un est suffisant. Quand vous regardez dans la définition, si vous allez dans le fichier, ce fichier, vous allez voir qu'il y a l'implémentation de l'un. Et l'implémentation de l'un utilise l'autre. Donc voilà pour école type class. Donc voilà. Ici, nous regardons quels sont les type classes dont un type fait partie. Donc, on se donne un type on se donne un type. On dit que ce type-là appartient. Quelles sont les classes dans lesquelles le type se trouve? Alors, on tape la commande tout simplement info type, info, le nom du type. D'accord? Donc, si nous ouvrons le terminal et que nous donc, je prends un type pareil.
Donnez l'exemple d'un type. int. Je fais 2 points. Info de int. Si je tape comme ceci, dans les informations que je vais obtenir, j'aurai dans la liste des type classes auxquelles int appartient. Alors c'est ça. Vous voyez, on dit instance equal int. Donc int fait partie de type class equal. Nous avons vu ça tout à l'heure là, lorsqu'on a affiché les informations sur equal. Que int faisait partie, word faisait partie, float, double et autres. Et les booléens aussi. On a vu aussi le ordering. Donc, int fait partie du type class equal. Int fait partie du type class odd, show, read, enum, num, real, bounded, integral. Donc voilà les différents type class auxquels int apparaît. Donc int fait partie de cette type class. Donc int implémente donc les opérations support, si vous voulez. Int supporte les opérations de equal. Int supporte les opérations de odd. Int supporte les opérations de show, de read, de enum, de num, de real, de bounded et de integral. Donc voilà les différents. Comment nous pouvons faire pour trouver les type classes auxquelles appartient un type précis. Donc la deuxième chose, c'est lorsque nous avons dans un type class, si on veut trouver les types qui supportent ce type class, qu'est-ce qu'on fait? Qui peut répondre à la question? Nous avons un type class. On veut trouver les types qui supportent ce type class. Quelle opération que j'effectue? Voilà, on fait info, le nom de la type, du type class tout simplement. Donc, tout à l'heure, j'ai tapé info, le nom du type class qui était equal. Si on fait pour odd, on fait 2 points info odd. Alors, on aura donc les différents types qui supportent ce type class. Donc, les types qui sont dans ce type class. On peut ordonner les listes. Seulement que pour ordonner les listes, il faudrait que chaque élément dans la liste soit ordonnable. Voilà. Les words sont ordonnables. Les ordering sont ordonnables. Les int, les floats, les doubles, les chars, les balls, et ainsi de suite. On a assez. Mais vous pouvez aussi mettre le vôtre. On verra dans la suite comment nous pouvons mettre le nôtre dans un type class. Donc, comment mettre notre type? Comment faire qu'un type fasse partie d'un type class? D'accord? Alors, nous avons vu que les type class ont des opérations. Ont des opérations qu'ils définissent. Et on dit que un type est dans ce type class si ce type-là supporte les opérations que le type class expose. Alors, parmi les opérations qu'un type class expose, il peut avoir déjà des implémentations de ces opérations par défaut. D'accord. Qu'est-ce que j'entends par implémentation par défaut? C'est-à-dire, on a réalisé par défaut, on a implémenté l'opération. Je vais prendre par exemple la classe show. Dans la classe show,
si tu lui passes par exemple un Word, dans la classe show, il y a une opération qu'on appelle show. Peut-être c'est mieux que je le fasse avec l'exemple à l'appui. Pour se faire comprendre, je fais 2 points clear. Donc dans la classe show, si je fais 2 points info show, qu'est-ce que j'ai? Non, c'est show avec la majuscule. Alors, si nous allons sur show, nous allons voir que, regardez, show n'a que quelques méthodes, quelques opérations. On me dit que l'opération par défaut, c'est celui-là. Ou celui-ci. Mais celui-là, en réalité, est déjà implémenté. C'est ce show. Prend en entrée, regardez. Il prend en entrée un élément de type, celui qu'on veut mettre dans la classe, et ressort une chaîne de caractères. En réalité, c'est la chaîne de caractères qu'on va afficher. D'accord? Mais cette opération-ci est déjà implémentée. Haskell, si tu vas dans ce fichier, tu verras ce que Haskell fait. Il transforme cette donnée-ci en une chaîne de caractères qui sera ensuite affichée sur l'écran. Donc, quand tu dis que tu fais partie de la classe show, quand tu dis tout simplement que affiche-moi une valeur de ce type, alors c'est cette méthode-ci qui est appelée. Cette méthode-ci est appelée et affiche la version convertie en chaîne de caractères de la valeur qu'on a passée en entrée. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque je veux qu'un type fait partie de la classe show, par exemple? Lorsque je définis mon type, je voudrais que il utilise l'implémentation par défaut qui a été proposée dans la classe. Alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise le mot-clé deriving. J'utilise le mot-clé deriving à la suite de la définition du type. Donc, on utilise donc le terme clé deriving pour mettre un type dans une classe. Quand vous écrivez deriving à la suite de la définition d'un type, vous savez ce que c'est que la définition de type, non? Okay. Parce que vous écrivez, pour définir un type, vous écrivez le mot-clé data. Très bien. Après data, vous écrivez le nom du type qui est encore appelé le constructeur de type type constructor. Voilà. Puis vous écrivez égal. Après égal, on met oui, le constructeur de valeur ou le constructeur de données. C'est ce qu'on appelle data constructor. Après le data constructor, vous écrivez deriving. À la suite, vous écrivez la classe, le nom de la classe à laquelle vous voulez que le type appartienne. Lorsque vous écrivez comme ça, vous mettez votre type dans cette classe-là, mais vous prenez aussi par défaut l'implémentation des opérations. Vous êtes en train de dire que ce qui est implémenté là-bas par défaut, là, je l'accepte. Je vais expliquer ça tout à l'heure dans la suite. Parce que vous avez vu les méthodes qui sont dans la classe. D'accord? C'est les méthodes qu'on vous laisse la liberté de dire comment ils fonctionnent. Moi, je peux partir. Je dis que je définis maintenant mon type qui est notre int. Je définis maintenant, je dis que sur le type là, voici comment mon addition va fonctionner. Ce ne sera plus, ne fonctionne plus comme l'autre là. Quand il va faire 1 plus 2, donne-moi plutôt 5. Je peux dire que chaque fois j'ajoute 2 sur l'addition là.
Donc, je dois redéfinir le plus qui est entre parenthèses là dans la classe num. Mais si je fais seulement deriving num, je dis que la façon dont on fait l'addition là-bas, parce qu'on a déjà proposé une addition, c'est ça qu'on appelle l'implémentation par défaut. On a déjà proposé comment l'addition se fait. Parce que dans le fichier de num, où on a défini la classe num, on a dit dedans que plus de A et de B égale A plus B. Ils ont déjà implémenté ça. Donc, quand j'écris deriving show, c'est lorsque je veux prendre ce qui est déjà fait par défaut. Oui, je récupère. Je dis que, OK, tout ce que vous avez défini par défaut pour les opérations qui sont dans la classe là, je prends ça sur moi et mon type va supporter ces opérations. Donc, voilà un exemple. Si je prends par exemple un autre exemple, data personne qui a été défini comme ceci, hein, et que je veux que ceci fait partie de la classe show. Voilà comment j'écris. Deriving. J'écris la classe show. Si je veux qu'il fasse partie de plusieurs classes, si c'était une seule classe, je mettrais simplement dans la parenthèse. Ou bien je peux omettre la parenthèse lorsque c'est une seule classe. Quand c'est plusieurs classes, je mets les différentes classes séparées de la virgule. Donc on a ici deriving show equal odd. Ça veut dire quoi? Regardez un peu. Nous avons ici un type personne, data, personne, personne 2. Chacun des types-ci est un type qui dérive déjà de show, equal et odd. Quand on a tapé pour la classe odd, on a vu qu'il y a les listes dedans. Donc, les listes-ci sont déjà de la classe odd. Ils sont de la classe equal. Ils sont aussi de la classe show. Parce que déjà, on sait que les chaînes de caractères, les caractères sont déjà des, des types sur lesquels on peut faire le show. Le int, on peut faire le show dessus, on peut faire le equal dessus, on peut faire le odd. Le float, de même, on peut faire le show, le equal, le odd. Donc, tous ces types-ci peuvent déjà font partie de ces classes-ci. Ça veut dire que le type personne que je crée, je peux faire partie de ces classes-là. Si l'un de ces types ne faisait partie d'aucune de ces trois classes, alors je ne pourrais pas écrire ceci. Il faudrait que chaque type ici, à l'intérieur, puisse faire partie des différentes classes formelles. D'accord? OK. Donc, nous avons là un exemple typique. Maintenant, la deuxième méthode, c'est mettre un type dans une classe en utilisant le mot-clé instance. Alors, en utilisant le mot-clé instance, ça te donne donc la latitude, toi-même, d'implémenter les méthodes. Alors, tu as le libre choix de dire que maintenant ma méthode ici fonctionne comme ça. Ou bien tu peux dire, OK, conserve le défaut. Mais lorsque tu le deriving, tu es en train de dire que je conserve le défaut, l'implémentation par défaut. Donc, ici, dans nous allons voir un exemple. Voilà, nous avons la syntaxe d'abord. La syntaxe, c'est instance, type class, name, donc le nom du type class. Nous avons ici le nom du type qu'on veut faire entrer dans ce type class. Nous avons le mot-clé where.
Et ici, nous avons donc les implémentations de différentes opérations. Mhm. Donc, voilà un exemple. J'ai personne. D'accord? Maintenant, personne, vous voyez, je l'ai défini sans mettre le deriving. Ça veut dire que personne ne fait partie d'aucun type class. Maintenant, il définit instance equal personne where. Vous voyez que je suis la syntaxe ici. Instance, le nom du type class auquel je veux que personne appartienne. Maintenant, je mets la personne que je veux mettre de type class equal. Je mets le mot-clé where. Maintenant, j'implémente. Voilà comment je fais l'implémentation de equal tout à l'heure. Je dis que deux personnes sont égales s'ils ont la même taille. Rec de P1 égale à rec de P2. Donc, voici une implémentation que moi j'ai fait. Lorsque je fais ça, ça veut dire que deux personnes, on s'en fout de leur nom, même s'ils ont les noms différents, même s'ils ont des lieux de naissance différents, des années de naissance différentes. Lorsqu'ils ont même taille, je dis qu'ils sont égales. Les deux personnes sont égales. D'accord? Alors que tout à l'heure, si je rentre, pardon, si je rentre ici, en mettant le equal ici, deux personnes sont égales ici, s'ils ont le même nom, le même lieu de naissance, la même année de naissance, la même taille, le même numéro de téléphone. Voici ce que celui-ci fait quand je fais ceci. Donc, l'implémentation par défaut prend chaque, je vais dire quoi, chaque attribut de la classe et fait la comparaison. Chaque attribut de la valeur et fait les comparaisons. Par contre, ici, on nous laisse nous-mêmes la latitude de définir nous-mêmes comment nous entendons, ce que nous entendons par égalité. Qu'est-ce que nous entendons par égalité? Nous-mêmes, nous le définissons ici. Donc, nous avons la latitude définie. Et voici comment j'ai défini moi-même. Un autre pouvait choisir que c'est vous devez avoir la même taille et le même numéro de téléphone. Un autre peut dire comment on nous donne le même numéro de téléphone qu'à 8 seules personnes. Alors, il suffit que les numéros de téléphone soient égaux. Donc, voilà une implémentation simple. Alors, custom type class, c'est-à-dire les type class, non, pas paramétrage, mais personnalisé. Donc, vous-même, vous créez le vôtre. On vous donne la latitude de créer votre type class. Et comment, quelle est la syntaxe? Voilà la syntaxe. Vous écrivez le mot-clé type, pardon, classe. Vous pouvez mettre les contraintes, c'est optionnel, ce qui est dans les crochets là, optionnel. Alors ici, ce que vous mettez dans les crochets, ce qu'on appelle généralement les contraintes, c'est une autre classe. Parce que nous avons vu que les contraintes portent sur les classes. Ce n'est pas la première fois que nous voyons les contraintes. Donc, lorsque vous mettez une contrainte là-bas, vous êtes en train de signifier que cette classe-ci hérite de cette classe qui est dans la contrainte, là. Donc, c'est optionnel. Et lorsque vous mettez, vous êtes en train de dire que la classe, cette classe que nous construisons, est une classe fille de la classe qui est dans la contrainte, suivi de la variable qui représente le type qui sera mis dans cette classe et le mot-clé where. Donc voilà un peu la syntaxe. Puis ici, vous définissez les opérations. Vous n'êtes pas obligé d'implémenter. Vous donnez seulement le type des opérations. Un peu comme on fait la déclaration des fonctions. Vraiment, vous déclarez les opérations là. Donc, vous donnez juste les types.
Et c'est fini. Vous avez déjà créé un type class. Donc, voilà comment on crée. Dès que vous écrivez ça, vous avez créé un type class. C'est aussi simple. Vous pouvez mettre là-bas l'opération de je ne sais pas quoi, ce que vous voulez. Mais seulement que ces opérations aussi dépendent de ce type. Ce qu'ils prennent en entrée généralement dépend de ce type. C'est pour dire comment tu utilises ce type. Comment on doit utiliser ce type-ci pour ces opérations-ci. Donc voilà un exemple. Nous avons donc la classe numberIsh et where. Il y a le from number. Le from number prend en entrée un integer et nous ressort un A. C'est-à-dire que à partir d'un nombre, comment on obtient le type là? Tout nombre prend un type et ressort un entier. À partir de ce type-là, comment on peut déterminer l'entier correspondant? Voilà, on définit un new type, age, qui est égal à age d'un integer. On est deriving equal et show. Comment je peux mettre donc mon type age que je viens de créer là dans la classe numberIsh? J'écris instance numberIsh age where. C'est ce qu'on s'est dit, non? Donc, on a dit qu'on peut mettre un type dans une classe de deux façons. On peut utiliser le mot-clé deriving. Voilà, comme on a utilisé le mot-clé deriving pour mettre le age dans equal et show. D'accord. Ça, on a utilisé l'implémentation par défaut. Donc, celui-là et celui-là ont leur implémentation par défaut. On a mis age dedans immédiatement. Deuxièmement, nous voulons mettre age dans la classe numberIsh. Mais numberIsh, regardez, on n'a implémenté aucune méthode. Je pouvais faire une implémentation là-bas. En ce moment, quand je définissais age, je pouvais mettre virgule numberIsh. Mais comme je n'ai rien implémenté ici, il faut faire très attention. Je n'ai pas dit comment on prend un entier. À partir de l'entier, on sort un numberIsh. Ou pardon, on sort un age. Parce que si je voudrais que age hérite de numberIsh, il faudrait qu'ils disent comment quand on prend un entier, on sort un age. De même, je dois définir comment quand on prend un age, on sort un entier. Je n'ai pas dit. Donc, je ne peux pas dire, je ne peux pas mettre ici la virgule numberIsh. Je ne peux pas me dire que je n'ai rien implémenté ici. D'accord. Donc, il me faut implémenter les deux. Qu'est-ce que je fais? J'utilise donc, je suis obligé pour mettre age dans la classe numberIsh. Je suis obligé d'utiliser dans la méthode qui utilise le instance. Je fais donc instance numberIsh age where. From number. Alors, le from number, voilà ce qui est défini. Dit qu'on prend en entrée un entier et on sort un age. C'est ça, non? Puisqu'on a mis age là-bas à la place de A. Donc, ce qui sort, c'est un A. Comme j'ai mis age, ce qui doit sortir ici, c'est un age. Donc, from number de n, ça fait age de n. Voilà comment age se construit. Voilà le constructeur, c'est age de n entier. On a un age. Donc voilà, on utilise l'entier là pour construire l'âge. Maintenant, ton number, Raoul, tu peux lui rappeler ça. Qu'est-ce qu'on a utilisé là? Le nombre prend un type et envoie un entier. Oui, donc ça prend un age. Maintenant, le nombre type n'est plus n'importe quel, tu sais, connu maintenant. C'est un age. Sauf que le age lui prend un entier en paramètre.
le constructeur de H prend un entier. Donc, comme on a envoyé le type H à number H, on va indiquer à number le type H et l'entier. Donc, on veut transformer pour avoir son champ. Oui. Alors, comment on appelle ce type de façon de définir les fonctions? Pourquoi je n'ai pas mis du coup un age ici, une variable qui représente age? Mais j'ai plutôt mis une. Comment on appelle cette façon de prendre le problème? Puisque normalement, il devait passer aussi une variable comme ici. Je ne sais pas si tu comprends en tête. Je devais passer une variable comme ici, mais j'ai passé plutôt un modèle. J'ai passé un modèle. C'est ça qu'on appelle le pattern matching. Au lieu de passer ma variable simplement, je pouvais passer un x qui était age. Et alors, ça devait être très difficile pour moi que j'entre dans le x là, sortir l'entier qui est dedans. Je dis que non, la variable que je veux passer là-bas suit un modèle, je plaque plutôt le modèle que suit la variable. Oui, j'écris la variable directement sous la forme du modèle. C'est ça qu'on appelle le pattern matching. Donc, j'ai fait un pattern matching ici en mettant directement que age de n. Et comme on veut l'entier correspondant, je sors l'entier. Je dis que c'est le n là, je retourne le n. Et c'est fini. Maintenant, je fais un new type. Year égale year de integer. Deriving show. Voilà. Je veux mettre year dans numerish. Je peux mettre aussi comme ceci. Pourquoi c'est comme si j'ai repris ça deux fois? Qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que age. La même chose que H. Ouais. Je me suis répété. Donc, je vais rentrer. Je crois qu'il y avait quelque chose d'intéressant à la suite. Donc, voilà un peu comment je peux donc faire qu'un type fasse partie d'une classe. Comment moi-même je peux créer ma propre classe. Comment je peux mettre un type dans cette classe-là. Voilà. Et c'est tout. C'est fini. Donc, la suite, c'est quoi? C'est hériter d'une classe. L'héritage. Comment hériter d'une classe? Je crois que j'ai commencé à définir ça ici. Ce que nous mettons ici, c'est la classe mère. Donc, quand vous définissez une classe, vous voulez que la classe hérite d'une autre classe, vous mettez juste la classe mère que vous voulez qu'elle hérite ici, comme contrainte. Donc, si je viens là, je dis que, OK, observons un peu la classe équal. Nous avons ceci. Mais regardons aussi la classe odd. Regardez comment la classe odd est. La classe real. Real, par exemple. Regardez comment la classe real est définie. Même chose pour la classe order. La classe order, regardez comment elle est définie. Nous avons classe. Nous avons ici odd a, where. Et vous voyez qu'on a mis la contrainte. D'accord? J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Je reviens. Je reviens ici. Voici la définition, la syntaxe générale. Ce qui est ici, c'est la contrainte. Et on vous dit que si vous mettez la contrainte, ça veut dire que cette classe hérite de cette classe. La classe qui est ici, c'est la classe mère.
J'avance. Donc, j'ai là la classe Ord. La classe Ord, comment elle est définie? La classe Ord est définie. Ord classe. Ord à where. Voici la contrainte qu'on a mise. Ça veut dire que quoi? La classe Ord est une classe fille de la classe Equal. D'accord? Ça veut dire quoi en réalité? Ça veut dire que quand vous créez un type et que vous voulez mettre le type là dans Ord, si ce type là n'a pas encore hérité de Equal, ça ne va pas marcher. Il faut d'abord que la classe soit dans la classe Equal avant d'entrer dans la classe Ord. Est-ce que vous me faites comprendre? Si vous voulez lire ceci en termes de contraintes, qu'est-ce que vous dites? Pour être dans la classe Ord, il faut d'abord être dans la C'est tout. Donc, pour être dans la classe Ord, il faut d'abord être dans la classe Equal. On dit en ce moment que Ord hérite de Equal. Ord est une classe fille de la classe Equal. Regardez ici, real. N'est-ce pas? Real, pour être un real, il faut être d'abord de la classe num et de la classe Ord pour être un real. Donc ici, on hérite plutôt de deux. Donc, quand la classe real ici hérite de la classe Ord et de la classe num. D'accord? Donc, vous voyez que l'héritage sous Haskell est assez simple. Et on ne parle de l'héritage que pour les classes, les type classes. Donc, voilà, pour les types internes à Haskell, donc ce qu'on appelle les types natifs. Regardez, ça c'est l'ordre d'héritage. Ord hérite de equal. Real hérite de Ord qui hérite déjà de equal. Donc, real hérite de Ord. Real hérite encore de nom. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons encore un autre héritage pour ici. Je peux prendre real frac. Real frac hérite de fractional et de real. Alors qu'intégral hérite de enum et de real. Donc si on tape info intégral, vous allez voir. Je fais apparaître le terminal. Je fais 2.info. C'est quoi? Intégral. Voilà. Et voilà. Vous voyez que intégral a where, mais hérite de real et de enum. Enum, je crois que c'est la classe de tout ce qui peut être énuméré. Ball fait par exemple partie parce qu'on connaît tous ces éléments. C'est false et true. Tout ce qui peut être énuméré. Par exemple, le int est un enum. Par contre, on connaît tous ces éléments, on peut énumérer. Par exemple, le comparing. Alors que le integer ne fait pas partie des enums, on ne peut pas énumérer tout. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit là-bas. Et vous pouvez voir ceux qui font partie de intégral. On a voir integer et int. Ok. Donc si je reviens là. Donc vous pouvez voir, ça c'est la hiérarchisation des classes dans Haskell.
Alors, les contraintes sur les types, ce que nous avons déjà vu. Voilà une fonction, on contraint que A doit être un nombre, par exemple l'addition. Donc, pour donner ces contraintes, on peut donner les contraintes dans les instance declaration. Donc, pour les types paramétrisés, on peut donner, lorsque vous définissez les types comme cela, comme sur cet exemple, on peut donner les contraintes. On peut donner les contraintes lorsqu'on fait la déclaration des classes, ce que nous avons vu, l'héritage. Lorsqu'on fait la déclaration aussi des types, il faut attention, lorsqu'on fait la déclaration des types, on peut aussi donner les contraintes. Oui. Mais les contraintes dans la déclaration des types, c'est un peu... Parfois, tu as l'impression que ça n'a pas d'effet, mais ça a vraiment des effets très significatifs. Donc, voilà les différents cas dans lesquels on peut utiliser dans les contraintes. On a, lorsqu'on on donne l'instance de... Lorsqu'on met un type dans une classe. Oui. Ça, c'est lorsqu'on met un type dans une classe. C'est ça, non? Lorsqu'on utilise instance, oui. Lorsqu'on déclare une classe, ça c'est pour l'héritage. Et lorsque on fait la déclaration de type. Donc ici, on dit type constraint in data declare. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Que lorsqu'on fait la définition d'un type, hein, oui, définition d'un type, on peut déclarer les contraintes. Regarde. Par exemple, ici, on est en train de définir plutôt le type foo de A. Et on met là la contrainte que A doit être un nom. Puisqu'on a vu que c'est data constraint. Pardon, ce data constructor est comme une fonction qui prend en entrée un type. Mais on dit que ce type-là doit être juste dans la classe des nombres. Tout simplement. Donc voilà la façon dont on peut définir une contrainte dans la définition d'un type. Donc voilà un peu quelques exemples. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas souvent très important, mais ça a un effet assez significatif. Donc souvent, on néglige cela et on préfère le mettre généralement de ce côté. De valeur, oui. Donc voilà, on arrive au terme. S'il y a des questions, vous les posez. Donc à la suite, nous allons passer aux exercices. Nous avons beaucoup d'exercices là où nous pouvons utiliser les type classes. Oui. Et nous allons voir à quoi servent vraiment les type classes. Je vais revenir un peu encore sur le cours. Parce que les type classes, pour ceux qui ont fait la programmation orientée objet, c'est comme les interfaces. Vous définissez les interfaces. Dans les interfaces, vous mettez les opérations qui peuvent être utilisées, réutilisées. Donc, c'est un peu pour la réutilisation du code. De deux, c'est une façon de rendre le code, votre application plus flexible, facile à modifier. Parce que quand vous faites, vous définissez une classe et vous mettez un type dans cette classe. Quand vous mettez le type dans la classe, vous redéfinissez
l'opération. Pendant que vous dites que pour les personnes, voici comment je définis l'égalité, un autre vient dire pour la même égalité, mais plutôt pour les voitures, voici comment je définis. Tu n'as pas fixé une égalité. Lui-même vient définir que pour les types voitures, voici comment je vais faire. Alors qu'on a toujours, ils sont tous dans la même classe. Chacun définit comment ce qu'il entend par égalité. Donc, c'est une façon donc de donner la latitude à votre programme d'être plus flexible. Si moi, j'ai programmé l'égalité pour les personnes, dans mon programme, j'ai aussi les voitures, le même programme. Et j'ai défini l'égalité pour les voitures. Si demain, là, je dis que non, l'égalité pour les personnes ne m'intéresse pas. Vous voyez que je ne touche pas l'égalité des voitures pour modifier l'égalité des personnes. Quand je modifie l'égalité aux personnes, ça n'affecte en rien l'égalité des voitures que j'avais définie. C'est pour ça qu'on dit que ça rend le code assez flexible, assez maintenable. C'est un peu comme si, quand vous faites la programmation à objet, vous définissez les interfaces. Tu vois, chacun implémente l'interface. Telle classe vient implémenter telle interface. Une autre classe peut venir implémenter la même interface. D'accord? Quand je change quelque chose dans la classe C, ça n'a rien à foutre avec l'interface. Ça ne peut pas affecter l'autre classe qui implémente la même interface. C'est un peu de la même façon. Moi, j'ai défini l'égalité pour... Je peux créer plusieurs classes que je mets dans Equal. Plusieurs types, pardon, que je mets dans Equal. Lorsque je les mets dans Equal, je définis l'égalité, je définis l'égalité. Lorsque j'arrive devant le client pour présenter l'application, il me dit que non, 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 non. Tu t'es trompé. L'égalité entre, par exemple, il veut dire quoi? Entre deux paquets d'objets, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Je dis, ah, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il fait? Je n'ai pas modifié. Lorsque je n'ai pas modifié, les autres égalités là ne souffrent de rien. Il vais juste modifier là où j'avais fait instance, la classe là, puis le type que je veux modifier. Je pars là-bas, je modifie mon égalité tout simplement. Comment l'égalité doit être implémentée. Donc c'est assez important de comprendre bien les type classes. Vous voyez, c'est une notion assez simple. Hein? Ça ne nous a pas pris 1 heure de temps pour présenter. Et voilà. Mais assez puissant, assez simple, assez puissant pour être utilisé. Donc, nous allons arrêter ici et on va passer aux exercices. S'il y a des questions, vous les posez. S'il n'y a pas de questions, on avance.